Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzengue et aujourd'hui nous décryptons les secrets d'une trajectoire hors norme. Comment bâtir et maintenir une carrière internationale de qualité dans le monde du spectacle et de l'audiovisuel? Pour en parler, j'ai le privilège d'accueillir Serge Abessolo, comédien, humoriste et producteur gabonais au parcours remarquable. Il est né à Mouila en 70. Il a d'abord forgé son sens du récit et de la scène comme reporter photographe et animateur radio avant de devenir l'une des voix africaines les plus sollicitées. De ses débuts sur Orega et Dolé à son ascension dans la série Ma Famille d'Akissi Delta jusqu'à ses récents rôles dans les créations originales de Canal+, comme Kakao ou Mami Wata. Depuis décembre 2021, il met aussi son expertise au service de tous comme directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son, l'IGIS. Parce qu'une carrière internationale ne naît pas par hasard et ne se construit pas par hasard aussi, mais par méthode, audace et passion. C'est avec beaucoup d'admiration et d'attention que nous entamons cette discussion avec Monsieur Serge Abessolo. Discussion que vous pourrez retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien sûr sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Alors, Serge Abessolo, je vais te tutoyer, je vais pas faire semblant. Ça me dérange. Alors, tu as commencé comme photographe, reporter et animateur. C'est à quel moment que, du coup, tu as basculé vers la scène et ensuite vers l'écran? Bonjour Gina, bonjour à ceux qui nous regardent. Alors, pour répondre tout de go à ta question, je veux dire que oui, j'ai été photographe pendant longtemps. Et c'est au cours d'un événement où j'étais parti comme reporter photographe dans un hôtel de la place à un spectacle de Koffi Olomide. Et l'organisateur était un journaliste avec qui je travaillais à Radio-Télévision Gabonaise, chaîne 2, Michel Philippe-Zé. Et là, Koffi, il n'avait pas perçu son cachet intégralement. Donc Michel Philippe-Zé vient me voir et me dit, écoute, là, tout le monde attend, il faut que tu racontes des histoires. Raconte des histoires que tu me racontes souvent. Pour garder le public en haleine. Voilà. Et c'est comme ça que le présentateur, je me souviens jamais c'était qui, annonce un humoriste gabonais qui arrive à Libreville pour la première fois sur la chaîne gabonaise, blablabla. Voici Serge Abessolo. J'ai posé mon appareil photo sur la scène et je regardais le public qui me regardait. Je savais pas comment commencer parce qu'en fait, je l'avais jamais fait. Et il trouvait ça drôle. Il pensait peut-être que mon attitude, c'était... mais en fait, je savais pas quoi dire. Et j'ai commencé à raconter des histoires. Aussi simplement que ça. Et c'était parti. Et c'est parti parce que à l'époque, les plus jeunes n'ont pas connu ce que l'on appelait la foire. Monsieur Socat, qui était le directeur du commerce extérieur, qui gérait donc la foire, a racheté le spectacle de Koffi Olomide, mais il voulait Mordicus, l'humoriste gabonais qui était passé en première partie. Donc c'est comme ça que je me retrouve en train de dire un spectacle à la foire. Wow. Et surtout à être payé à raconter des histoires. Quelque chose que tu n'imaginais même pas, oui, toi, voilà. qui vivait dans l'appareil. C'est là que je me suis souvenu de ce que disait mon prof. Si la nature a voulu que vous soyez balayeur, faites-le bien. Exactement. Parce que là, j'ai raconté des histoires et on m'a payé. Je me suis dit, oula, c'est un métier, il faut le faire sérieusement. Et voilà. Et il faut se concentrer. Tout à fait. Ce qui me plaisait vraiment dans cet épisode et la discussion que nous avons eue avant, bien entendu, avant cette interview et à la préparation de cette interview, c'est vraiment le côté international. Aujourd'hui, de mon point de vue, tu es l'acteur gabonais qui a la plus grande carrière internationale et sans me tromper, parce que j'ai lu un magazine dernièrement où on parlait de toi, sans me tromper, tu es l'acteur gabonais que l'on discute le plus. Tu ne te trompes pas. Voilà. C'est vrai que c'est souvent bizarre de dire ça comme ça, mais hélas, c'est la vérité, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Voilà. Parce qu'il y a énormément de metteurs en scène, de producteurs, de chaînes de télé, de mécènes. Tout le monde veut t'avoir sur son film et il ne tarisse pas d'éloges en parlant de toi. Et d'ailleurs, je vous partagerai, lorsque je publierai cet épisode, je vous partagerai en dessous le lien du magazine dont je fais référence. Et c'est pour ça que donc je voulais qu'on parle de cette carrière à l'international. Parce que toi, tu la vis en fait. Oui. C'est ta vie au quotidien quand, au moment où on est en train d'en parler, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Alors au moment où beaucoup de personnes rêvent de cette carrière à l'international, mais il y a très très peu qui y parviennent, comment est-ce que ça a commencé pour toi? C'était le premier rôle qui t'a véritablement ouvert les portes au-delà du Gabon?
Il faut dire qu'il y a plusieurs épisodes. Il faut se donner soi-même un espèce de plan de carrière dans ce qu'on veut faire. Pour ma part, lorsque je fais Aurega, le premier film où j'apparais, de Marcel Sanja, jusque-là, je n'envisage pas une carrière au cinéma. Je suis toujours dans mon one-man show. D'ailleurs, il m'avait plus pris pour faire une interprétation, une imitation d'un citoyen gabonais avec une accent particulière. C'est lorsque j'arrive, par exemple, au FESPACO avec les couilles de l'éléphant, qui font l'ouverture du FESPACO. Donc, ce grand festival africain, je regarde le nombre de personnes présentes dans ce stade qui applaudissent à chaque fois qu'il y a une séquence dans le film. Ça change du one-man show que je faisais. Oui. À ce moment, je me dis, OK, déjà, est-ce que j'aurai d'autres films? Est-ce que j'aurai d'autres films? Si j'ai d'autres films, est-ce qu'ils seront meilleurs que celui-là? Est-ce que j'aurai un meilleur rôle que celui-là? Est-ce que j'aurai un meilleur rendu que celui-là? Parce que chaque jour, il faut envie de donner un tout petit peu plus de ce qu'on a donné dans le film précédent. Oui. Un téléspectateur qui vous regarde doit pouvoir se dire, j'ai vu ce type ou cette actrice dans tel ou tel film, je trouve que dans son jet... Il est monté d'un cran. Voilà, donc c'est important. Il faut se fixer soi-même ses objectifs et dès qu'on va vers, ça nous permet au quotidien d'améliorer ce qu'on a envie de faire. Il y a des personnes qui disent que dans la vie, il faut être au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que, parlant de ta vie, de ta carrière, tu as été chanceux ou au contraire que tu as su te forger un réseau de manière totalement délibérée? C'est un ensemble de tout ça. C'est comme je dis, il faut d'abord se fixer ses objectifs. C'est quand vous vous êtes fixé vos objectifs que vous savez les chemins qu'il faut emprunter pour atteindre ces objectifs, les moyens qu'il faut se donner pour atteindre ces objectifs. Je me souviens que c'est dans un reportage que j'ai vu comment Henri Joseph m'avait choisi. C'est lui qui m'avait choisi pour jouer dans Les couilles de l'éléphant. Il m'a vu, il a vu mon spectacle, il s'est dit, c'est celui-là que je veux. J'aurais été quelqu'un d'autre, il m'aurait pas choisi, il aurait choisi ce quelqu'un d'autre. Il faut toujours avoir un élément qui vous différencie de tout ce qu'on voit. C'est le fait d'être simplement vous-même qui vous rend extraordinaire. Si vous essayez de me servir ce que tout le monde a vu, j'ai pas de raison fondamentale pour vous choisir, vous et pas Jacob. C'est pas toujours facile de partir d'un domaine à un autre, même si on reste quand même dans un domaine culturel. Tu parles de la photographie, au one-man show, cinéma. C'est pas les mêmes, je veux dire, les mêmes acteurs, les enjeux ne sont pas les mêmes. Comment tu as pu t'en sortir et naviguer dans cet univers quand d'aucuns auraient été impressionnés, perdus? C'est l'envie de bien faire. Je vous ai dit, si la nature a voulu que vous fassiez quelque chose, faites-le bien. Lorsque j'ai fait la photo, je me souviens d'une anecdote aujourd'hui que je garde. Les 2 premiers numéros du journal qui m'avaient embauché, les photos étaient nulles. J'ai pris peur. D'abord, je pouvais perdre un emploi, mais c'était pas tant moi. En fait, c'est le labo qui développait les photos. Et c'est là que j'ai appris qu'en photo, les pellicules avaient une intensité lumineuse. On disait 100 ASA, 200 ASA, 400 ASA. Or, à l'époque, tous les labos développaient, ils réglaient ça sur un seul ISO et puis voilà. Et ça pouvait détériorer la qualité de l'image. À partir de là, j'ai appris à faire moi-même la photo. Wow. Pour dire, il faut que je sois bon. Et aujourd'hui, je vous parle des gens qui sont vivants. Je vous parle de Désiré Nam que j'ai connu quand j'étais au journal de Bûcheron. Je vous parlerai de Francis Edouiene quand j'étais à Gabon Libre. Des gens comme Franck Jimby, que moi j'appelle Futura, qui faisait le progressiste. Lorsque vous faites une image, il faut que ce soit une image qui parle. Lorsque je faisais une conférence de presse, je voulais pas filmer comme dans beaucoup de journaux, un type sur son pupitre et une deuxième photo des gens assis qui vous regardent. Non, il fallait une image du type, même dans sa conférence, mais qui va illustrer un propos tout au long de son speech. C'est ce qui rendait différence avec ça, c'est la photo de Serge Abès. D'accord. Voilà. Vraiment le besoin de toujours donner le meilleur de soi. Il faut donner le meilleur. J'ai horreur de cette phrase, on va essayer. Non, c'est où vous faites bien, sinon ne faites pas. Nous, on a un adage à la radio, on dit quand on s'amuse, on ne blague pas. C'est-à-dire que même quand on est dans l'amusement, on le prend très, très au sérieux. C'est la meilleure... Histoire de toujours fournir un travail de qualité. J'ai fait du one-man show pendant longtemps. Ça donnait l'impression d'être improvisé, mais c'était une improvisation que j'avais écrite. Maîtrisée, oui. Voilà. Et c'est ce que je pense que beaucoup de personnes oublient, c'est que
lorsqu'on décide de faire quelque chose, en fait, il faut toujours s'y mettre s'y mettre à fond. Parce qu'on ne sait pas qui va tomber dessus. Bien sûr. Ça peut être un texte qu'on te demande de rédiger rapidement pour paraître sur Facebook. Et puis tu te dis, on me fatigue. Mais tu sais pas qui va lire tes textes. Mais c'était ça. Je disais un spectacle, je m'étais donné les moyens de faire un spectacle annuel. La salle de l'Institut, c'était 400 places, c'est le même public que je voyais, mais il y avait toujours un nouveau téléspectateur, il y avait toujours un nouveau spectateur, il y avait toujours quelqu'un qui vous découvrait. Même quand vous alliez à un mariage où vous croisez les mêmes gens, vous allez à une fête d'entreprise, vous croisez, mais il y a toujours quelqu'un qui vous découvre pour la première fois et qui est prêt à vous recommander. Exactement. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, je pense que c'est une leçon que l'on doit tous garder. Toujours en parlant de ta carrière internationale et de ce magazine que je lisais, il y a une personne, Angèle Diaban-Brenner. Je pense que ça te dit quelque chose. Oui, Angèle Diaban, je viens de jouer dans son dernier long métrage qui s'appelle Une si longue lettre, exactement, qui est tiré d'un livre que je pense que nous tous on a lu un peu quand on était. Alors moi, je l'avais pas lu. C'est curieux, je l'avais pas lu parce que moi j'étais au lycée technique. Oui. Moi j'étais plus en mécanique auto, donc là-bas on lisait pas Une si longue lettre. Oui. Et lorsque on me propose le rôle, c'est une autre réalisatrice qui était assistante réalisatrice sur le projet, qui est une béninoise, qui m'appelle et dit bon voilà, on est sur un tournage, est-ce que ça vous dit de faire Une si longue lettre? Faut pas paraître idiot. Ah non, moi je connais pas, c'est quoi ce truc? J'ai dit d'accord, je vous rappellerai demain. J'en ai parlé à 2 ou 3 personnes. Ils me disent, mais c'est un super roman. Tout le monde l'a presque lu en Afrique francophone. Oui. Voilà, ouais, mais c'est une superbe histoire. Ok, je suis allé à la maison de la presse. Et tu l'as acheté? Pour lire. Ensuite, je suis allé sur d'autres sites pour comprendre la psychologie des personnages, qui était Modou Fall que je devais incarner. Parce que je me dis, mais pourquoi ils viennent me chercher moi? Et c'est la question que je voulais te poser. C'est-à-dire que Madame Diaban-Brenner, elle a passé 12 ans sur Une si longue lettre. 12 ans pour faire son... Et ensuite, elle t'a appelé pour représenter ou pour jouer le rôle de Modou Fall. J'imagine un peu la charge que c'est-à-dire que elle fait les choses de manière très méticuleuse. Comment tu as abordé en fait cette pression? Parce que clairement, moi, ça m'aurait donné des sueurs froides. Oui, j'avais une forte pression pour plusieurs raisons. J'avais joué... d'abord, ma carrière au cinéma, je l'ai commencé par des longs métrages. Et ensuite, quand on est arrivé dans les périodes de Covid, on s'est retrouvé à faire de la série. Mais la série, c'est bien, mais pour un comédien, c'est toujours bien le long métrage. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet de récompenser vos performances. Le prix de l'interprétation, la plupart du temps, dans les festivals, c'est sur les longs métrages. C'est pas sur les séries. Et je me suis dit, waouh, d'accord, jusque-là, j'ai fait un long métrage, j'en ai fait un récemment au Congo. Là, ça va être sur un roman, en plus que tout le monde connaît. Donc, les gens qui vont regarder doivent se dire, là, il n'est pas cohérent. Parce que nous, on avait lu ça, c'était pas comme ça. Donc, il fallait trouver le juste milieu pour plaire à l'équipe technique, à la réalisatrice, et même de gens anticipés sur le regard du téléspectateur. Modou Fall, c'était un Sénégalais, avocat, qui avait fait ses études en France. Donc, Modou Fall est partagé entre 2 cultures, la culture sénégalaise et la culture de l'endroit où il a fait ses études en Europe. Donc, c'était pas tant un type du village, voilà. Donc, il fallait jouer entre les deux. Modou Fall s'exprimait convenablement en français. Donc, il y a tout cet ensemble de choses qui ont fait que quand je suis arrivé, le deuxième challenge pour moi, c'était cette équipe technique. Je découvrais une réalisatrice que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler, je la découvrais. Ni les techniciens. Je connaissais une seule personne réellement sur le plateau. C'est Cher qui joue maîtresse d'un homme marié. Et c'est lui, le mari de Aïssatou, qui s'est barré. Donc, je connaissais pas grand monde sur le plateau. Il fallait également te dire, bon, faut pas venir en te disant, je fais la star, c'est moi, je suis tel, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il fallait se mettre au même niveau que tout le monde, jouer avec tout le monde. Voilà, c'est très important. Il faut pas donner un sentiment de supériorité par rapport aux autres, parce qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Vous êtes sur le même projet, vous êtes égaux, et puis c'est tout ça qui fait avancer le projet. Et moi, j'ai été franchement bluffé quand j'ai regardé le film en salle, ça m'a fait une larme. Ça m'a fait une larme pour plusieurs raisons. Tu étais quand même impressionné par ta prestation? J'ai été très impressionné.
J'ai été très impressionné d'abord par mon look, parce que ça me changeait, du Serge Abessolo. Et comme disait quelqu'un, tu n'es pas Serge Abessolo, tu es Modou Fall. Et Modou Fall, il est comme ça et comme ça. Donc tu joues ce que nous on a écrit et ce qu'on a pensé. Donc cette équipe, ça a été formidable. Tu sais, moi, ce que je trouve impressionnant, surtout lorsque je faisais des recherches et que je lisais un petit peu tout ce que tu as fait, c'est le fait que tu prennes les devants malgré toutes ces années de carrière, malgré toute cette bouteille, comme on dit, que tu as, que tu te mettes à chaque fois au niveau et que tu aies assez d'humilité pour repartir apprendre. C'est important. On t'appelle pour un projet, tu vas acheter le livre, tu lis le livre. Ouais. Aujourd'hui, il y a des personnes, on va les appeler même dans une entreprise, et puis elles vont venir et elles savent même pas où se trouve l'entreprise. Parce que j'ai joué avec des comédiens. Je me souviens sur une série très connue. J'ai joué avec quelqu'un qui répétait pas. Oui, mais bon, moi je suis habitué. J'ai 10 ans de carrière. On s'est regardé, on se dit, mais ça sort d'où? C'est triste. Je répète pas, j'ai 10 ans de carrière. Mais tu peux avoir 10 ans de mauvaise carrière. C'est vrai. Qui te dit que ce que tu fais d'habitude, c'est ce qui est bien? C'est pour ça que je prends toujours du temps pour repartir à l'école, parce que la technique de jeu évolue. La technique de jeu évolue, que ce soit de l'époque depuis Fernandel ou vous prenez tous les comédiens anciens, le jeu n'est plus le même, la prise d'image n'est plus la même. À l'époque, quand je jouais dans Les Couilles de l'éléphant, on tournait avec la pellicule. Déjà là, vous n'aviez pas droit à une grosse marge d'erreur, sinon vous gaspillez la pellicule. Et aujourd'hui, les gens se disent, on est en numérique, on va reprendre. Non. Ils se rendent pas compte que c'est du temps passé, et puis c'est aussi le respect de l'équipe technique. C'est très important, justement. C'est très important, le respect de l'équipe technique. Vous savez, les techniciens peuvent décider de vous foirer dans un film. Il suffit d'utiliser tel ou tel angle pour lui, ce sera jamais à votre avantage. Oui. Il faut être cohérent avec tout le monde, il faut être courtois. C'est une équipe. Le président a besoin de la femme de ménage, du chauffeur, de tout le monde. C'est tout ça qui fait. On a besoin de tout le monde. Toujours en parlant des producteurs avec lesquels tu as travaillé, il y a Madame Françoise Elon-Gomez qui a dit que toi, lorsqu'elle pense à toi, elle pense que tu es au service de l'histoire. Moi, je l'ai vu comme véritablement quelqu'un qui s'approprie en fait un rôle avec tellement de fidélité. Il rend beaucoup de fidélité au récit et au rôle qu'on lui a confié. Et ça rejoint ce que... C'est pour ça qu'on vous a choisi. Oui, ça rejoint ce que tu as fait. On vous a choisi pour faire ce rôle. On vous a pas demandé de venir être Serge Abessolo. Au-delà de... Là, on en parlait. En fait, je voulais qu'on creuse un petit peu plus sur cette question. Avec Modou Fall, on a un peu vu la technique que tu avais. Mais au-delà de ça, quels sont les autres outils que tu utilises? Je pensais à un film américain, je sais plus lequel c'était, faut que je me souvienne. Mais l'acteur a dû venir en Afrique, passer 1 ou 2 mois dans le village. Je pense que c'était pour Agodje. C'est important. Elle est venue en immersion. Toi, c'est quoi tes techniques? Mais regardez, je vais tourner Impact au Sénégal. Une partie du film était en Wolof. Wow. Une partie du film était en Wolof. Je prends un des films de Apolline Traoré, où le comédien Mike Danone, avec qui je joue dans Le Mec Idéal, il est allé apprendre le full day pendant une période. Pour rendre cohérent le jeu, parce que il n'y a pas que la parole, il y a le geste qui va avec. Que vous dites une phrase enfant, vous n'aurez pas le même geste si vous dites la même phrase en français. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut également épouser l'environnement dans lequel on tourne. Il faut tenir compte de tous ces paramètres pour que ce que vous faites soit cohérent. Il faut que celui qui regarde comprenne et accepte que oui, ça correspond à notre mode de vie, notre environnement, et c'est comme ça que ça se fait. Tu as eu des rôles parfois où tu as été avocat. Oui. Parfois, tu as été ministre. Oui. Parfois, tu as été chauffeur. Oui. D'autres fois, tu as été médecin. Oui. Comment tu navigues physiquement à travers tous ces personnages pour qu'à chaque fois, ce soit tellement réaliste qu'on
En fait, on ne compare pas cette prestation avec la précédente en se disant ah non, moi je préfère quand il était ministre, quand il est chauffeur là, ça se sent pas vraiment. Comment tu te prépares physiquement? Alors, vous voyez, déjà, il y a l'histoire. Et comme je disais, c'est le fait d'être simplement soi-même qui nous rend extraordinaire. Pour être un très bon commandant général, il faut avoir été un bon soldat. Un bon soldat. Pour être un très bon DG, il faut avoir fait ses classes, agent, chef de service, ainsi de suite. Ça vous permet de connaître toute la chaîne de l'environnement où vous allez exercer. Et tous les différents rôles, c'est ce que nous vivons au quotidien dans la société. Si vous êtes hautain avec tel parce qu'il est en dessous, vous pourrez parfois pas comprendre ce que vit cette personne. Il faut prendre le temps de vivre dans l'environnement, de côtoyer les gens, d'échanger avec eux. Ça vous permet de comprendre un peu la psychologie de ces personnages pour mieux les interpréter au cinéma. C'est vrai. Alors, tu as travaillé aussi, c'est vrai que depuis là, on ne parle que de ta carrière à l'international, quoique c'était ça l'objectif, mais tu as aussi fait des films sur le plan national. Oui. Si tu devais comparer, quelle a été ta plus grande claque lorsque tu as été sur un plateau à l'international? Quelque chose que tu as découvert, qui t'a enseigné, et puis tu t'es dit, ah ouais, là, je suis sur quelque chose de différent. C'est Cacao. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était la première grosse création de Canal francophone. Et je me retrouve là lorsque j'apprends que je donne la réplique à Fargas Assandé, que j'avais vu dans un film d'ailleurs, où il avait eu le prix de la meilleure interprétation au FESPACO. Je me suis dit, ça va être compliqué. Et la première séquence, c'est vraiment une dispute devant la mairie. Oui. Donc là, on a un ton qui monte. Donc, quelqu'un à qui je dis bonjour, et tout de suite, on part, voilà. Il y a eu ça, et il se trouve que le réalisateur Alex Sogou est un comédien. Un jour, Alex m'a appelé après une séquence, il m'a emmené derrière le moniteur, il me dit, regarde, ce que tu joues n'est pas correct. C'est pas correct. Il n'y a pas que le texte, il y a la façon comment tu te tiens. C'est pour cette raison qu'après Cacao, je suis retourné à l'école au cours Florent. Wow. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses, on ne sait pas tout. Et donc, tu investis aussi toujours sur toi. J'ai investi sur la formation, c'est très important. Et quand je suis allé à l'école, j'ai appelé Alex Sogou en vidéo. J'ai dit, tu vois, j'ai tenu compte de tes remarques. Je suis retourné à l'école. Je suis reparti à l'école. Et quand je suis sorti de l'école, j'ai eu un rôle sur la série Buzz, où justement je devais jouer le Premier ministre. Là, j'avais encore des notions fraîches. Et là, j'étais content. J'étais content et j'étais content quand j'ai vu le film. Mais après Buzz, je suis retourné chez Pygmalion. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces écoles ont chacun sa spécificité. Oui. Pygmalion peut vous travailler uniquement un rôle. Là, je vais jouer un long métrage pour lequel j'ai été contacté il y a quelques jours. Là, vous pouvez aller avec votre scénario. J'ai été pris pour tel rôle. Préparez-moi. Travailler uniquement sur votre jeu par rapport à ce rôle. Ça, c'est une spécificité de Pygmalion. C'est comme un coaching, en fait. Exact. Ils font ça chez Pygmalion. Et j'étais content quand je suis allé au cours Florent. Mon prof m'a dit, ah, mais il y a eu un Gabonais dans cette école il y a très longtemps. Philippe Maury. Non. Ah ouais? Oui. Et là, sur les joies, ah, d'accord. C'est comme ça que j'ai su que Philippe Maury est passé au cours Florent. J'ai su que Sidiki Bakaba est passé au cours Florent. Donc, il faut toujours se former. C'est des écoles prestigieuses pour les acteurs. Ouais. Et c'est pas accessible non plus C'est accessible. à tout le monde. Est-ce que tu penses que les jeunes qui veulent... C'est accessible. Il y a plusieurs types de sessions. Vous avez des formations longues, vous avez des formations courtes. Ça dépend de ce que vous voulez travailler. Je sais, par exemple, au cours Florent, vous avez parfois des sessions qui coûtent 500 €. Wow. Oui. Ça. C'est vrai qu'il y a un billet à acheter et un hôtel à prendre, mais c'est important. Si vous vous investissez... Si on investit sur soi-même. Oui. Voilà, vous pouvez... Vous arrivez à dire des prestations où vous gagnez 300 000, 400 000, 500 000, ça peut payer une formation. Tu penses que si, à tes débuts, tu
tu avais bénéficié de ce type de formation, ça aurait rendu ta carrière... On peut dire c'est hautain, mais ouais, c'est important. Parce que même dans un CV artistique, vous voyez, quand on vous appelle sur un projet, on vous dit envoyez-nous votre CV artistique. Et puis je regarde, je vois que c'est comme quand vous allez... postuler un emploi, quelqu'un. Et puis on voit que vous sortez d'Harvard. On est un tout petit peu impressionné. Oui. On va dire, ouais, ça c'est bien. Par rapport à celui qui va dire, moi j'étais à Edzankulu. Évidemment. Clairement. Bon. Mais attention, c'est pas tant parce qu'on était à cet endroit qu'on est meilleur que tout le monde. C'est faux. On a vu des gens qui sortaient d'Harvard, qui sur le terrain ici. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te demande si ton côté humour ou humoristique enrichit grandement ton rôle d'acteur? Ah ben bien sûr. Clairement. Ben oui. On s'en est rendu compte sur le mec idéal parce que Mike Danone et moi, on a, j'ai envie de dire, littéralement changé la trame du mec idéal. Oui. On l'a rendu plus caustique que ça ne l'était. Il y a des séquences qu'on a improvisées. Le réalisateur était mort en regardant. Il nous a dit de rejouer. Je me souviens d'une séquence lorsque, dans Eki par exemple, lorsque ma femme veut me quitter et que je suis à genoux, la séquence où je m'agrippe à sa valise n'était pas écrite dans le scénario. Mais c'est des choses, il faut pas aller, faut pas trop surjouer non plus. Mais sur le coup, ni le réalisateur, personne n'attendait ça, quoi. C'était pas prévu. Sa femme le quitte, il la tenait comme ça. Mais là, je me suis jeté sur sa valise par terre. D'où l'intérêt de diversifier, en fait, ses talents, je dirais. Si on est un acteur et qu'on sait jouer de la guitare, ça peut être un plus, on sait chanter et ainsi de suite. On s'essaye justement à toutes ces choses. Il m'arrive de chanter. Ah. Parce que, confidence pour confidence, il y a un jour, un responsable d'acquisition sur une grande chaîne m'appelle et me dit « Mais j'ai vu une de vos photos, vous jouez au golf. On cherche un golfeur sur un film. » Non. Bah si. Quand j'ai Comme joué... quoi, on n'était jamais... bien sûr. Quand j'ai joué dans Le Mec Idéal, il vous fallait un permis de bateau. Parce que je prenais Emma Loès et on se barrait sur la lagune avec un bateau. Mais si vous savez pas le faire, vous perdez un rôle. Parce que dans le scénario, il prend le bateau et il part avec. À défaut d'avoir une doublure. Mais si, en plus de nous éviter de prendre une doublure, vous savez le faire, ben on le fait avec vous. On gagne un temps. C'est clair. Alors, aujourd'hui, la plupart, tu l'as dit, il y a à peine quelques jours, tu as encore eu un contrat pour un film et tout. Si je te demandais quelle est ta marque de fabrique, en fait, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à décrocher des rôles comme ça? On a l'impression, et je dis bien l'impression, hein, que c'est sur un claquement de doigts. Parce que quand on t'entend, on sait que c'est vraiment beaucoup de travail. Ah, j'ai raté, hein. J'ai pas été accepté à plusieurs castings. Ah bon? Ah bah oui, il y a des castings. Mais alors, il faut donner un conseil à beaucoup de personnes. Lorsqu'on ne vous prend pas sur un casting, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un bon comédien. Il y a plusieurs aspects qui entrent en ligne de compte. Ou vous ne correspondez pas au personnage que je cherche dans l'immédiat. Parce que généralement, je vous prends un exemple. Hier, il y a un réalisateur qui m'appelle, il me dit « Je cherche une comédienne d'à peu près 35 ans, mais elle doit être svelte, elle doit être comme ça, comme ça. » Si vous avez 35 ans et que vous avez pas ces formes, vous ne correspondez pas au personnage qu'il recherche. C'est vrai. Généralement, sur une séquence, on a ce qu'on appelle la didascalie. On vous dit, on voit rentrer monsieur tel, 56 ans, ventripotent, mais si vous venez comme moi, vous ne correspondez pas. Donc, vous voyez, et beaucoup de gens, quand ils ne sont pas pris sur un casting, oh, ils ont fait la combine, on a triché. Si c'était Abisolo, on allait le prendre. Comme c'est moi, on ne me prend pas. Non. Tous les rôles ne sont pas pour Serge Abisolo. Dans un film, je peux pas jouer le père, la mère, le fils, le grand-père. Non. Chaque rôle a sa tranche d'âge et chaque personnage a des caractéristiques qui sont définies par le scénariste. C'est vrai. Et l'autre question que j'avais envie de poser concerne maintenant l'autre pan de ta vie. Oui. Tu es acteur, mais dans la vie de tous les jours, au Gabon, tu es le directeur général de l'IGIS. Actuellement. Pourquoi tu as accepté ce poste de directeur général? Alors, beaucoup de curiosité. Je voudrais déjà dire que lorsque je fus nommé, j'étais en plein tournage. Je me souviens de la séquence épisode 62 de la série Le futur est à nous. Et
je reçois, je me rends compte. Déjà, je jouais avec mon téléphone. Dans le scénario, j'avais mon téléphone. Et je vois plein de coups de fil. Ça Félicitations, félicitations. Non, mais c'est carrément des coups de fil. Je réponds pas. Et ça embête l'équipe parce qu'à chaque fois que vous avez un appel, ça crée des interférences. Oui, avec les micros. Et puis je vois, il y a le nom de monsieur Onaondo qui s'affiche. Je me dis, bon, ouais, c'est quand même l'ancien Premier ministre. Je vais répondre. Donc je réponds, il me dit, ah, mais je vois qu'on a pensé à toi au Gabon. Ah bon? Ouais, mais tu viens d'être nommé. Je dis, mais je suis pas au courant. Comment ça, tu n'es pas au courant? Je dis, mais alors je vais vous mettre la vidéo. Je suis sur un tournage. Je suis à Abidjan. Donc, mais quand j'arrive, je me suis toujours posé des questions. Je dis, bon, l'IGIS, pourquoi à l'époque, avec le Sénassi, on pouvait faire les couilles de l'éléphant, on pouvait faire. Pourquoi ces derniers temps, l'IGIS ne peut pas faire ça, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça. Il faut bien que je comprenne. Je dis, bon, alors je vais aller au Gabon. Je suis venu au Gabon. La première chose qui m'a tout de suite frappé, c'est le bâtiment. Je suis arrivé, à l'époque, on est dans un bâtiment qui était un ancien hôtel. Après la CAN, les anciens agents l'avaient dépouillé. Ils avaient tout arraché, les portes, les toilettes, les machins, tout. Je me suis dit, oula. Et que j'avais envie de faire pipi, le gardien me dit à l'oreille, mais attention, il n'y a pas d'eau ici. Comment vous faites? Il me dit, je vais aller vous prendre un seau d'eau à la piscine. À la piscine. Ouais, parce qu'il y avait une piscine. Oui, je vois. Et cette piscine également, qui est abandonnée. Oui. Donc, je me suis dit, oula, ça va être énorme. Ça va être énorme. Vous savez, on critique beaucoup notre pays, mais je puis vous rassurer qu'il y a des efforts qui sont faits. Lorsque je suis arrivé, la première année, le budget de l'IGIS, c'était 75 millions. Et je puis vous dire que 75 millions... Bon, on peut rien produire avec 75 millions, si après il faut payer les employés. En effet. Donc, j'ai compris déjà une partie du problème. La deuxième année, j'ai vu, et aujourd'hui, je puis dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, là, j'ai vu la distribution qui a été faite par le FOPICA, qui est un fonds de cinéma dans un autre pays. J'ai vu que le FOPICA arrive à donner 16 millions. Oui, oui. 17 millions, 20 millions. Oui, monsieur Melchior bien nous en parlait, je pense, oui. Mais je puis rassurer que l'IGIS aussi aujourd'hui a pu quand même donner 20 millions, 10 millions, 15 millions. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. C'est vrai que la seule chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est sur les longs métrages où le FOPICA va mettre 100, 200 millions. Mais ce que j'explique toujours aux gens, c'est que l'IGIS n'est pas un fonds. Ce n'est pas là. Mais le jour où on a un fonds, ce sera une très bonne chose. Mais quand l'IGIS donne, est-ce que l'IGIS a vraiment ce regard? Et j'ai envie de dire professionnel, je le mets entre griffes parce que ce n'est pas aussi ça le travail du directeur général d'aller sur les plateaux. Mais est-ce que vous suivez pour être sûr On est obligé de suivre. Aujourd'hui, on est obligé de suivre. Vous savez, j'entends plein de critiques. L'IGIS n'a pas fait ça, l'IGIS n'a pas fait ça, l'IGIS n'a pas fait ça. Il faut professionnaliser le secteur. La première chose que j'ai constatée quand je suis arrivé, beaucoup de cinéastes ne sont pas constitués en entreprise de production de films. Lorsque je donne le DG ou l'IGIS accorde de l'argent, on n'accorde pas de l'argent à Gina Zengue. On accordera à Gina Rod, qui est une boîte de production légale, enregistrée, qui a sa fiche de non-faillite, qui a ses papiers à jour. Beaucoup ici n'en ont pas. Beaucoup n'en ont pas. Mais c'est du coup pour ça, DG, que là, avec ton expérience à l'international, tout ce que tu sais de ce à quoi le cinéma doit ressembler, au-delà des missions de l'IGIS, y a-t-il à l'intérieur un pan de la formation, de l'accompagnement administratif? Est-ce que vous le faites aujourd'hui pour... Oui, nous faisons beaucoup de formations. Nous aidons. Nous aidons. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Non, mais le FOPICA, il publie. Et puis, on a dit que c'est déjà l'air de la transparence. Je viens de vous dire, je peux prendre des exemples. Nous avons, par exemple, un de nos agents qui a été à la FEMIS en France. Nous avons aidé sur sa scolarité à hauteur de 1,5 million sur les 3 millions ou 4 millions qu'on lui demandait. Même lorsqu'un fonctionnaire va en stage, l'État ne prend pas à 100% sa formation. Il y a une partie de l'État et une partie de soi-même. Donc, nous l'avons fait. Sur les films, nous avons accompagné des gens. Je prends Nadine Otsobogo, elle a fait son film, sa série, Les Cavaliers et les Siffleurs. Nous avons dans un premier temps donné 10 millions.
Ensuite, nous lui avons donné 5, ça fait quand même 15 millions. Oui. Nous avons donné approximativement 10 millions sur le long métrage de Melchior Bian. Nous avons donné 20 millions ou plus lorsqu'on a fait au Balango avec Jérémy Choi. Nous avons donné, là on vient de donner approximativement 5 millions sur un documentaire. C'est-à-dire que de temps en temps, on arrive à dégager de l'argent lorsque nous en avons. Parce que nous attendons. Et lorsque les projets arrivent à vous convaincre voilà. aussi. Mais pour moi, le problème reste entier. Même dans l'écriture d'un dossier, il faut écrire un dossier. Vous croyez que aujourd'hui, il n'y a que Samantha Bifo ou Nelly ou Amédée qui arrivent. Lorsqu'il y a des commissions, cette année, par exemple, là, j'ai vu, il y a eu une commission, mais sur la commission, vous verrez, il n'y avait pas comme Amédée Nkoulou, qui a eu 80 000 euros. Il y a Samantha Bifo, je crois qu'il y a eu 15 ou 20 000 euros. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui présentent les dossiers. Et un dossier, il faut savoir. Lorsque nous avons décidé de faire une session de formation sur le dossier artistique, beaucoup de compatriotes ne sont pas venus. Mais ils vous diront, j'ai 20 ans de métier. Ils critiquent autant le cinéma. Ils veulent tous produire des films ou ils veulent tous être des acteurs, mais ils viennent pas aux formations. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, oui, mais celui qui fait la formation, on le connaît, c'est un Gabonais. Il est souvent ici avec nous. Mais nous avons choisi ce compatriote parce que je vois qu'il arrive à soulever 80 000 euros à l'OIF ou dans d'autres organismes. Donc, il peut vous expliquer comment il y arrive. Félicitations à Pacom Amédée Nkoulou que j'ai vu la dernière fois. Merci. On a hâte de voir sa production. Et on entend souvent dire qu'il faut d'abord faire ses preuves en local avant de viser l'international. Selon toi, c'est à quel moment qu'un artiste gabonais est prêt ou doit être prêt à franchir cette barrière dans sa tête? C'est soi-même d'abord dans sa tête. N'attendez pas qu'on vous appelle. Si vous êtes bon, je vous ai dit, si la nature a voulu que vous soyez balayeur, faites-le bien. Mon frère, ma sœur, donne toi-même les moyens, la force de te faire remarquer dans ce que tu fais. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités il y a des gens qui font des vidéos, qui les postent. On ne poste pas tout. Coucou mes loulous, me voilà, je viens de... Non, ça, tu n'attires aucun réalisateur avec ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui jouent des séquences de films. J'ai vu un jeune aujourd'hui, il reprend des séquences qui ont déjà été jouées. Et il les joue à sa façon, face à sa caméra, et il les poste. Quelqu'un finit toujours par vous remarquer. J'ai un réalisateur que je ne connaissais pas, Cyril Seba. C'est un Sénégalais. Il m'a envoyé un mail qui est même allé dans les spams pour me dire, vous correspondez à un de mes personnages. J'ai vu ce que vous faites. Je suis allé regarder vos vidéos à gauche, à droite. Même la photo que vous donnez dans un casting, c'est l'outil de travail. Il faut tout prendre au sérieux. Très peu de comédiens ici savent ce que c'est un composite d'acteur. Mais c'est cette fiche-là que vous donnez à un réalisateur lorsque vous passez un casting. Lorsque j'ai fait le casting de Cacao, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais ici. On me dit envoyer une photo. J'ai demandé à des comédiens gabonais d'envoyer des photos pour qu'on constitue un book pour les comédiens. Parfois, quand j'ai envie de rire, c'est ces photos-là que je regarde. Ils ont pris des photos avec les téléphones et les selfies. Quelqu'un qui m'envoie une photo, il est assis avec 2 Chinois sur une table à un repas. En quoi c'est une photo d'un casting? Quelqu'un assis sur une montagne, je ne sais pas, mais c'est cette photo-là que je regarde. Bien sûr. Il faut voir un... Quelqu'un envoie une photo, capture d'écran avec des smileys autour. Ça, vous n'êtes même pas sérieux dans ce que vous faites. Je vous prends un deuxième exemple. Un jour, je poste une annonce lorsque au Batanga voulait faire la 2e saison. Pour les besoins de tel tournage, le réalisateur tel a besoin, voilà. Et on écrit, envoyez 2 photos d'identité avec nom, prénom. Ils mettent en rouge. Seuls les profils retenus seront contactés et acheminés vers la production. Et moi, je reçois 387 messages. Est-ce que nous aussi, les Gabonais, on est concernés? Et il y a même un internaute qui a écrit, vous ne savez pas lire ou quoi? On vous a dit, envoyez seulement, si vous êtes retenu, on va vous appeler. Peu importe la nationalité. On est comme ça. C'est dans la tête que ça se passe. Alors,
Tu l'as dit, il y a des jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Johan, le docteur de la comédie qui est incroyable sur TikTok, qu'on aime beaucoup, qu'on suit. Et il fait partie d'une génération qui s'exprime énormément sur des plateformes comme TikTok. Je pense aussi à Emeraude, d'ailleurs le Diamant Vert, qui elle, je pense, elle est déjà sur... Emeraude a bénéficié une fois d'une subvention légère de l'IGIS. En fait, l'IGIS a payé un billet pour qu'elle aille jouer dans une série au Cameroun. Nous faisons également ce genre d'accompagnement lorsqu'une projection fut-elle étrangère et intéressée par un talent gabonais, nous pouvons prendre en charge le voyage de ce comédien. Et elle a énormément de talent. Du coup, je m'apprêtais à demander, en tant que directeur général de l'IGIS, mais aussi acteur professionnel, quels sont les canaux que tu utilises aujourd'hui pour détecter cette graine de talent, cette graine d'acteur dans cet environnement Il m'arrive d'aller assister à des masterclass. Moi, j'en ai donné une dans le cadre des samba professionnels. Oui, Josiane Maténé. Voilà, ça me permet de rencontrer beaucoup de gens. Je suis allé voir une fois Jean-Claude Paca, qui l'année d'après a fait une masterclass également, toujours dans le cadre des samba professionnels. Ou une autre fois où je suis allé voir chez Jérémy Chouin, un réalisateur, qui avait organisé une masterclass, toujours avec Jean-Claude Paca, pour que les jeunes viennent. Vous savez, le talent seul ne suffit pas. Oui. Non, le talent seul ne suffit pas. Il faut le canaliser, il faut le rendre professionnel, parce que chaque acte, il y a une discipline. Comme je dis, on vous demande une photo, c'est l'outil de travail. C'est à travers cette photo-là. Si vous venez à un casting avec une photo de vous super hyper maquillé, vous n'êtes pas naturel. Parce que quand vous aurez enlevé tout ce make-up, vous ne correspondrez plus à la personne que je cherche. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Les gens, ils viennent. Vous avez ajouté des cils qui viennent là. Vous avez mis... Mais si vous enlevez tout ça, vous n'êtes plus la personne que j'avais vue. C'est pour ça que je dis encore une fois, c'est le fait d'être simplement soi-même qui vous rend extraordinaire. J'ai reçu un jeune, je ne sais pas si c'est le docteur de la comédie, qui est venu me voir au bureau. Il m'a écrit, parce que je réponds aux internautes, il m'a écrit « Oh, je veux vous rencontrer ». Donc la personne est venue me voir. Il me dit « Je veux organiser un événement ». Mais on revient à l'écriture. Il m'écrit une lettre. Bonjour, DG, je sollicite un accompagnement. Mon événement coûte à peu près 5 millions. Sur quelle base? Où est le dossier? Où est le justificatif? Je lui ai demandé d'aller faire un dossier. Il n'est jamais revenu. Il y a des Gabonais qui voient ça comme des barrières, hein. Enfin, qui voient ça comme des refus voilés. Ah, ils m'ont demandé de faire un dossier. Tu sens qu'ils ne veulent pas me donner. Je vous jure, parfois on est dans la facilité. Je vous prends des exemples simples. Un jour, j'ai emmené un dossier d'un compatriote chez A+. Il avait un beau projet, il voulait faire une série. J'ai emmené le dossier chez A+. A+ valide le dossier. Ils lisent et ils font un retour. D'où il faut avoir son adresse sur le dossier. Donc, ils font un retour et ils me mettent en copie. Ils disent à la personne, votre dossier est bien, mais pour évaluer tel aspect, on a besoin de ça. Si vous êtes une entreprise, est-ce que vous avez votre NIF ou votre CI? Est-ce que vous avez ça? Vous avez dit votre film coûte tant. Est-ce que vous avez un plan de financement? La personne vient me voir et me dit, regarde, tout ça, grand, tout ça, c'est long. Si l'IGIS me donne moi-même 2 millions, on va se gérer sur place. C'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses que j'ai vécues. Parce que pour lui, ça va être compliqué de faire un plan de financement. C'est pas tout de dire mon film coûte 200 millions. Ok, ça c'est le budget détaillé. Budget prévisionnel. Comment envisagez-vous trouver ces 200 millions? C'est là qu'on vous demande un plan de financement. C'est ça. Et pour être un peu, du coup, on est de plein pied maintenant dans le pratico-pratique. Pour le jeune Gabonais qui nous suit aujourd'hui, qui nous écoute, ça peut être la jeune Gabonaise, hein, ou même le vieux, peu importe, qui est passionné de cinéma et qui a envie de se lancer. Pour toi, quel serait le premier geste, le premier pas concret qu'il devrait entamer pour pouvoir ouvrir les portes de l'international? Alors aujourd'hui, ce qui est important pour un jeune sur l'international, c'est d'abord être sérieux soi-même. Ensuite, se rendre visible.
visible comme vous venez de le dire, avec comme Emeraude avec ses vidéos, comme à l'époque Tata Oscar. Ça lui a valu un casting sur Mayouya. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, il faut participer au casting. Il faut participer au casting autant de fois que possible. Il faut participer au casting et un jour on finit toujours par être retenu. Je vous dis, moi, il y a des castings où j'ai pas été pris. J'ai pas été pris. Je ne l'ai pas mal pris. Non. Tu vois pas le refus comme la fin? Non, au contraire. Je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi on ne m'a pas pris? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire ça comme ça? Est-ce que... Voilà. J'ai une amie burkinabé un jour qui m'a appelé. Elle me dit, ah, on est sur un film belge. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo où tu joues ce rôle? Ils écrivent le texte. J'ai envoyé. J'ai pas été pris. C'est pas grave. Mais je participe toujours à des castings. Parce que beaucoup se tuent eux-mêmes. À l'Est, je sais que quand on va partir là, ils vont déjà prendre Serge Abessolé, ils vont aussi prendre tel, ils vont prendre tel. Donc du coup, ils ont déjà leur gens. Voilà. Non, il y a une place pour tout le monde. Vous prenez Cacao, il y a le père, il y a la mère, il y a Jean Haïté, il y a machin. Je peux pas, moi, jouer tous les rôles. D'où on a besoin, et dans le casting, on spécifie toujours la tranche d'âge. On dit, là, pour ce film, on a besoin des personnes de tel âge à tel âge. Tel âge à tel âge. Bah après, quand tu fais des vidéos comme ça que tu envoies à des producteurs, comment tu les fais? Est-ce que tu appelles des caméramans professionnels et tout? Je vais vous surprendre. Ton téléphone, comment tu fais? Je vais vous surprendre. Moi, j'ai fait mes vidéos. La vidéo de Cacao, je l'ai faite sur mon portable. Mon fils Junior Lobo a fait la vidéo. Lorsque j'ai postulé pour Eki, alors là encore, le casting d'Eki, je l'ai passé 6 fois. Sans jamais me fatiguer, sans me plaindre. Sans te plaindre, oui. J'ai fait ce casting une année, j'étais au Gabon. Ok, puis je repars. Une autre fois, quelqu'un d'autre m'appelle, c'est moi le directeur de casting d'une série qui va se tourner au Gabon. Ils n'avaient pas encore le nom. Est-ce que vous pouvez nous faire tel passage, on vous envoie ces textes, vous jouez. Je le fais une deuxième fois. Et puis une troisième fois, je suis à Dakar sur un tournage. Et là, c'est une dame qui m'appelle, Prudence Maïdou. Encore. Qui m'appelle. Coucou Serge, écoute, on vient de me filer une production qui va se faire au Gabon. Je veux que tu fasses telle séquence que je vais t'envoyer. Je dis, mais ça, c'est quel... Je dis, mais j'ai déjà fait ça 3 fois. Elle me dit, non, là, c'est plus la même chose. C'est maintenant moi la directrice de casting, donc je suis obligé de regarder tout le monde à nouveau. Ok. Quelqu'un d'autre aurait dit, vous me fatiguez, regardez, si vous me prenez, vous prenez, si vous me prenez, la 6e fois, c'est un autre monsieur qui s'appelle Hiram. Bonjour monsieur Abessolo, je suis Hiram, directeur de casting d'une série qui va se faire au Gabon. J'ai dit, mais ça c'est quelle série? Alors ça va s'appeler Eki, alors c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est presque ce que j'ai déjà fait l'autre jour là, j'ai fait ça l'autre jour là, j'ai encore fait ça l'autre jour. Il me dit, ben non, c'est pas la même chose, parce que cette fois c'est moi le directeur de casting, et là vous allez suivre mes directives. Oh. D'accord. Encore une autre fois. Je fais encore la vidéo. Bah, quelqu'un aurait dit, moi, j'ai déjà fait, faut pas me fatiguer. Et il me répond, j'ai gardé ce message. Je suis au regret de vous dire que vous ne correspondez pas à nos attentes. Je dis, il n'y a pas de problème. Ça s'est passé comme ça. Et puis un jour, quelqu'un d'autre, cette fois sur Facebook, un Européen m'écrit, bonjour mon frère. Je me dis, ça c'est encore quel faux profil. Un blanc qui m'écrit direct, bonjour mon frère. Oh. Nous sommes à la recherche d'un profil gabonais pour une série que nous allons tourner au Gabon. Et là, il brode. Alors, c'est une création originale. Et donc, on s'est dit, il faut quand même des figures gabonaises connues. J'ai dit, mais ça, c'est quelle série? On m'a déjà refusé. J'ai dit, mais il y a un petit peu un autre blanc même qui m'a écrit au mois de mai. Voilà le message. Il me dit, laisse. Lui-même, il n'est plus dedans. Je l'ai enlevé. C'est moi le vrai patron. Voilà, on ne sait jamais comment une histoire va tourner. Vous voyez? C'est sur Messenger. Est-ce que vous pouvez vous rendre à Abidjan, vous tournez le 1er juillet? Et moi, j'étais en tournage au Sénégal. J'ai dit, dis donc, vous avez beaucoup de chance, parce que moi, je finis mon tournage le 29 juin. Donc, le 1er, effectivement, je peux être... Génial. Voilà. C'est comme ça que je me retrouve à Abidjan pour Eki. Et on te félicite beaucoup pour tes prix. Je me souviens, tu étais venu ici pour ton prix le Sotigui, tu as eu le Nisa, tu as eu tellement de distinctions. Est-ce que aujourd'hui, parce que nous, en tant que
novices, hein. Nous, on voit ça, c'est des prix, quoi. Peut-être, dans le fond, on se dit, ouais, il y a peut-être de l'argent qui accompagne. Ouais. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que ces prix-là, je vais le dire de manière tribale, Ah non, est-ce que tu augmentes ta valeur? Oui, je comprends bien la question. Il y en a deux dans ce qu'elle veut dire. Première question, dans les prix, est-ce qu'on donne l'argent? Ça, c'est la première D'accord. question. Mais ça, c'est la question de tout le monde, hein. Est-ce que Oui. ça s'accompagne d'argent et Oui, tout? oui. Alors, il faut bien comprendre que les prix, je prends un exemple. Lorsque vous allez au FESPACO, le prix de l'interprétation masculine, il y a une enveloppe derrière. Le prix de la meilleure interprétation féminine, tous les prix au FESPACO sont accompagnés d'une enveloppe. C'est pareil au NISA. Justement, j'étais un tout petit peu surpris quand je suis allé au NISA. Je connaissais pas. Et lorsque j'ai reçu mon trophée, il y avait une enveloppe collée. Je dis, oh, donc combien c'est l'argent là-dedans? Le goût, oh. Non, effectivement. Et maintenant, est-ce que ça augmente ta valeur en tant qu'acteur à chaque fois Bien que sûr, bien sûr. Mais je viens de vous dire que Fargas Assandé, je l'ai connu pour son film où il a eu le prix de la meilleure interprétation masculine. Et moi, j'avais vu le film en plus, avec Mouna Ndiaye, L'œil du cyclone. Je vous invite à regarder ce film, L'œil du On cyclone. va le faire. Je me suis dit, c'est qui cet acteur? Il est incroyable. Ouais. Et quand on m'a dit, vous jouez face à Fargas, C'est impressionnant. dans ma tête, j'avais déjà dit oui au projet. Mais il faut faire le gars solide, dur. Bah écoutez, je vais réfléchir, je vais vous rappeler demain ou après-demain, parce que là, je suis sur un autre travail, je vous appelle. Mais clairement, j'avais dit oui dans ma tête. Tu joues avec Fargas et Moulin Ndiaye. Et là, on me dit, tu joues avec Fargas et Naki. Naki, si, j'ai connu Naki il y a 30-40 ans, quand elle a joué Balle Poussière. Je me souviens de l'affluence quand ce film est passé ici au Comont, Demi-Dieu. Donc, vous voyez, c'était des références. Et tu te retrouves en train de lui faire la réplique 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Ce n'est pas rien. Clairement. Je me suis dit, je donne la réplique à Fargas. Waouh. Malheureusement, on est arrivé au terme de notre Il faut entretien. bien que ça se passe. Moi, j'ai tellement envie de rester là parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Tu as donné ta part de conseils pour le jeune Gabonais avec, bien entendu, les limites et le potentiel que l'on a. Et il ne faut pas Mais- tout accepter. Oui, je sais, mais je serais traître de faire ce programme-là en parlant de ta carrière internationale sans te donner l'occasion de t'adresser à tous les jeunes acteurs, peu importe l'endroit du monde où ils se trouvent. Donc, en dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune acteur qui rêve d'être comme toi aujourd'hui? Je dirais à un jeune acteur de ne pas se sous-estimer. Il n'y a jamais plus grand que soi-même. On doit se dire on est bon tout en connaissant ses limites. On doit se dire oui, ça je peux le faire. Tel l'a joué, je peux le jouer moi aussi si j'avais la même tranche d'âge, si j'étais dans le même environnement. Il est important, comme je dis toujours, un moment ou un autre, de vivre ses rêves que de rêver sa vie. Il faut que le jeune acteur aujourd'hui se dise je veux être comédien, je me forme. À défaut d'aller dans les grandes écoles, quand moi j'étais au lycée, on avait des théâtres. On avait une troupe de théâtre au lycée. Et c'est toujours une très bonne base. Vous apprenez l'élocution, l'articulation, vous apprenez tout ça. C'est une très bonne base et on s'en rend bien compte au cinéma quand quelqu'un est passé par le théâtre ou pas. Donc, il est important. Et aujourd'hui, ce que je dis souvent aux jeunes, ne vous dites pas « je viens en compétition contre Serge Abessolo ». C'est une grave erreur. C'est une erreur. Quand je suis arrivé et que je jouais avec Philippe Maury sur les couilles de l'éléphant, je ne me dis pas « il faut que ça soit désormais moi ». Non. Je joue avec lui en apprenant des choses que je ne sais pas parce que la plupart du temps, on n'avait pas été encore dans des grandes écoles. Oui. On apprend comment il se tient, comment il se comporte avec nous, comment il lit ses textes, est-ce qu'il fait la répétition, à quel moment on fait semblant de venir s'asseoir, on bavarde un peu avec le grand, on prend un ou deux conseils. Or, aujourd'hui, un jeune qui parle, ah, ça c'est rien, nous, Je vais le peux remplacer. faire ça. Désormais, c'est Quoi, moi. quoi, on l'a déjà vu beaucoup de fois. Il est là, il nous bloque. Pourquoi il ne laisse pas depuis là? Non, on ne laisse rien. Au cinéma, vous avez la place tant que vous êtes vivant. Il y a même le rôle du malade. Il y a même le rôle du mort. On le J'ai voit aimé la aujourd'hui, deuxième Denzel saison de Washington Cacao. et tout ça. C'est une des saisons que j'ai aimées. J'ai passé mon temps à dormir sur le plateau puisque j'étais supposé être dans le coma. Donc, vous voyez qu'il y a même la place pour celui qui dort.
Donc, voilà, il faut se mettre à fond au travail et ne pas envier les autres. Parce que tout vient à point nommé à chacun de nous. Chacun trouve J'ai vu un très, très vieux comédien camerounais. Il venait passer, il avait presque l'âge de tonton Fifi qui est décédé. Il venait passer un casting. Or, chez nous, les gens se disent, mais quel casting tu veux me faire? Tu me connais pas. C'est moi qui avais déjà joué. J'ai déjà joué 30 fois avec Melchi, tu me connais. Faut respecter les aînés. Voilà. J'ai déjà joué avec Imunga, j'ai joué, mais non. C'est un éternel recommencement. Il faut. Parce que chaque fois qu'on vient, on doit venir avec quelque chose de nouveau. Amen. Merci. C'est vrai? Bien sûr que je dis amen parce que je trouve que c'est tellement vrai ce qu'il dit. Bien sûr. Merci beaucoup, Serge Abessolo. Merci infiniment. Le hasard n'arrive jamais par hasard. Merci beaucoup. Serge Abessolo nous a montré qu'une carrière internationale ne se construit pas par hasard, mais par une combinaison de curiosité, de polyvalence et d'audace. De ses débuts à la RTG jusqu'au plateau de Ma Famille et des créations originales Canal, il a su se forger son identité artistique, tout en s'adaptant aux exigences techniques et culturelles de l'étranger. Son exemple nous rappelle que réseauter avec méthode, refuser les étiquettes et persévérer face aux refus sont des clés indispensables pour passer de l'ombre locale à la lumière internationale. En gérant parallèlement l'IGIS et sa société de production, Serge Abessolo incarne aussi l'idée d'un artiste qui peut parfaitement conjuguer création, leadership et engagement institutionnel. Son parcours invite chacun à la réflexion. Alors, merci à Serge Abessolo d'avoir partagé ses stratégies, ses échecs et ses ambitions. Que vous soyez aujourd'hui comédien, producteur ou simplement curieux, j'espère que cet échange vous aura donné les outils pour oser franchir les frontières de votre propre trajectoire. Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Vous retrouverez cet épisode sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Grand, tu sais à quel point je suis impressionnée par chacune de tes prestations. Et moi bien plus encore. Félicitations encore. Je te donne rendez-vous à toi et à tous ceux qui nous suivent dans quelques mois pour l'avant-première au Gabon d'une si longue lettre. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à la semaine prochaine avec un invité tout aussi passionnant. Et merci à l'équipe technique Fallon, Ivanov, Sanders et Rêve qui aujourd'hui était l'assistante de production. Merci Sander. Merci Sander. Un merci spécial à Sander. Et il sait pourquoi.